La trisomie 21 est une maladie génétique du chromosome qui fait des conséquences sur le corps humain. On l'a à la naissance. En fait, le chromosome se multiplie en plusieurs fois et c'est trop divisé. Voilà. Il s'agit de la principale anomalie chromosomique de naissance et elle est universelle. La première conséquence de l'handicap, c'est la lenteur dans le fonctionnement de la personne. La prise de poids, la lenteur, l'articulation. Elisa, elle a beaucoup de mal à exprimer tout en fait. C'est difficile et j'arrive pas à prononcer. Le décalage entre la compréhension et le langage, il y a un grand fossé quoi, en fait, hein, voilà. C'est quand même et avant tout des troubles métaphonologiques, c'est-à-dire tout ce qui est trouble articulation-parole, avec des langues assez peu mobiles ou en tout cas, on a des points d'articulation très précis. On ne s'en rend pas compte parce qu'on parle depuis longtemps. Dès qu'on n'a plus un point d'articulation précis, entre autres avec la langue ou contre les dents, on a forcément un trouble. Et puis, tout ce qui est parole, ça va être plus la combinaison des sons. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire un son correctement, à partir du moment où on va le combiner avec un autre son, et ça va devenir un mot, ça va être compliqué. C'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles ont un conduit vocal qui a une anatomie particulière. Ils ont aussi une forme de palais qui est plus en creux. Et du coup, c'est plus difficile pour eux d'atteindre certaines cibles de parole. La parole, en fait, c'est pas que de l'articulation, c'est aussi de la voix. Donc, il faut aussi avoir un contrôle des cordes vocales qui soit coordonné avec le contrôle des articulateurs. Et c'est aussi de la respiration, en fait. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que chez les personnes avec trisomie 21, aussi bien l'articulation que la voix, que la respiration posent problème du fait de difficultés anatomiques et physiologiques. Ils ont un canal auditif qui est défectueux. Donc, la première chose, c'est qu'il faut renforcer chez eux le canal visuel, qui est souvent d'ailleurs surcompensé pour beaucoup. Il y a l'aspect aussi contrôle dont on n'a pas parlé. Souvent on dit qu'ils ont une hypotonie, mais moi j'aime bien cette idée de la tâche qui dit qu'en fait c'est pas vraiment de l'hypotonie, c'est un seuil d'activation musculaire qui est plus élevé en fait au repos, ils descendent plus bas et du coup pour initier le mouvement, il faut qu'ils produisent un effort plus important, ce qui fait que c'est plus difficile. La communication, c'est le socle même de notre vie humaine. Il y a cet amalgame qui est fait entre la personne qui ne parle pas, c'est forcément une personne qui ne comprend pas. Donc on l'isole systématiquement. Le fait de ne pas s'exprimer surtout, parce que quand même la compréhension est mieux, fait qu'il peut être agressif aussi. Donc c'est beaucoup moins maintenant, mais ça arrive quand même parce qu'il est frustré. Sans communication, on ne peut pas aller vers l'autre. Difficile de se faire comprendre, difficile de revendiquer une position dans la société, difficile de la contester. La recherche sur le langage et la parole, ça il me semble que c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle. Alors la recherche peut nous aider à comprendre où sont les points de blocage, les difficultés récurrentes de nos enfants. Et puis les solutions qu'on peut leur proposer. C'est quand même bien de savoir si on peut les faire travailler autrement pour qu'ils puissent développer leur langage. Moi, je pense que la recherche, si elle peut démonter un petit peu ce poids des idées reçues. On a besoin de montrer qu'ils sont autrement capables. J'ai fait quoi comme sur la recherche trisomique? Sur la recherche sur les personnes avec trisomie. Alors, à la base, avec Marion, on s'intéresse à la production de la parole, donc comment les gens font pour parler. On a fait un projet qui s'appelle Commence, pour Communiquons ensemble. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les personnes avec trisomie, elles ont des difficultés pour parler. Amélie et Marion, elles essayent de trouver des solutions pour que vous arriviez mieux à être compris et à dire ce que vous avez envie de dire. Donc il y a à peu près 3 ans, nous avons été contactés par 2 chercheurs qui nous ont proposé de travailler sur la communication. Et dès leur présentation au conseil d'administration, tout de suite, on a senti qu'on allait construire une longue histoire.
avec elle, avec nos jeunes, avec les familles. L'objectif de la partie 1 est de comprendre comment les personnes avec trisomie 21 parlent, comment elles sont comprises par les autres. On peut reprendre Cumine qui dit que du coup, la parole, c'est vraiment le système de communication qui est le plus difficile pour les personnes, pour l'enfant en tout cas avec trisomie 21, puis chez l'adulte plus tard. On va t'enregistrer pendant que tu parles et en fait, on va te demander de répéter. Aka. Aka. Idi. Idi. Dans la littérature, en fait, les études sur l'intelligibilité et l'articulation, elles ont été faites essentiellement sur des mots, ce qui est important parce que c'est vrai que dans la vraie vie, on utilise des mots, mais quand on veut vraiment caractériser les capacités du conduit vocal, c'est-à-dire définir quel type de son un conduit vocal peut produire, c'est bien de se focaliser seulement sur des aspects d'articulation et pas de sémantique, en fait. En haut, c'est ce que Elisa, elle dit. D'accord. On a enregistré du coup 8 jeunes adultes avec trisomie 21 et 8 jeunes adultes tout venant qui avaient à peu près le même âge et qui étaient de même genre. Ici, c'est un signal acoustique, une séquence AK, donc c'est la sortie du micro en gros qu'on a enregistré avec une carte son. Et ce qu'on voit en bas, en fait, c'est une analyse des fréquences du son dans les 2 voyelles ici. Et on a des bandes de fréquences qui sont plus noires. Donc il y a des bandes d'énergie plus élevées dans le signal acoustique qu'on appelle les formants et qui caractérisent les différentes voyelles. Ici, on a la représentation des voyelles selon le premier et le deuxième formant pour les personnes femmes tout venant. Et pour les femmes avec trisomie 21, les personnes avec trisomie 21, elles n'ont pas forcément une réduction de leur triangle vocalique, elles n'ont pas une réduction de l'espace, mais elles ont par contre beaucoup plus de variabilité. Leur problème, c'est plus un problème de contrôle pour bien positionner leurs articulateurs au bon endroit. Donc en fait, ici, ce que vous allez faire, c'est percevoir la parole de personnes avec trisomie 21 et de personnes tout venant. D'accord ? Donc vous allez faire ça dans 3 modalités. En audio seul, vous allez entendre des séquences et le but, ça sera que vous répétiez ce que vous avez entendu. Ava. Vous allez juste voir la vidéo de la personne parler et pareil, il faudra que vous disiez dans le petit micro ici du casque ce que vous avez compris. Okay. Et enfin, une 3e condition qui est la condition audiovisuelle où vous allez à la fois voir et entendre, donc ce qui est la condition la plus naturelle. Donc nous, notre idée, c'était d'une part de tester l'intelligibilité des signaux qu'on a enregistrés, en audio tout simplement, et donc de voir si le fait d'ajouter la vision, ça aide les personnes à mieux comprendre les personnes avec trisomie 21. La perception en audio seul, elle est moins bonne pour les personnes avec trisomie 21, donc on a bien une intelligibilité réduite de ces personnes. En visuel seul, donc de la lecture sur les lèvres, en fait, on n'a pas tellement de différence entre les 2 groupes. Et l'écart qu'on a en audiovisuel est plus petit que l'écart qu'on a là. Donc ajouter la vision, ça a tendance à réduire un petit peu ce déficit, cette différence d'intelligibilité entre les 2 groupes. Ça pourrait donner des indices, par exemple aux orthophonistes, sur quel type d'exercice, quel type d'entraînement il faut s'axer pour aider au mieux les personnes avec trisomie 21. Dans cet axe communiquer, c'est gestualiser, le but, ça va être de mettre en évidence l'intérêt de la gestualité manuelle pour la communication des personnes avec trisomie 21. Quand moi j'étais bébé, quand on était sortis, il n'avait pas trop à parler, toi, je faisais des signes, ça m'aidait beaucoup, et voilà. Ça te fait du bien d'arriver à dire les choses avec les gestes ? Ouais. Ouais. Parce que c'est moins dur que de les prononcer ? Ouais. Je voulais qu'on me comprenne. Donc voilà, j'ai utilisé mon terme de comédienne. Je parlais avec les bras, je parlais avec mes mains, j'étais comédienne. J'ai appris le langage des signes, qui m'a énormément aidée justement pour entrer en communication avec lui. Le geste, il est juste humain. Il est naturel, il est inscrit en nous. Et simplement, nous, depuis qu'on est petit, on nous a dit de ranger nos mains, de ranger notre corps. Et du coup, de mettre les signes, c'est juste retrouver cette capacité qu'on avait quand on était petit, de parler avec tout notre corps et de faire un petit pas sur le côté
en structurant nos gestes pour en faire des signes qui veulent dire quelque chose. C'est-à-dire le fait de faire un geste va entraîner une oralisation. Alors que si on reste juste sur un point d'oralisation, on ne va pas obtenir. On est parti en fait un petit peu de l'intersection de deux mondes, que sont celui de la recherche, où on a déjà des études qui suggèrent que le geste peut aider la parole, et puis de l'autre côté, dans la pratique, et notamment dans la pratique orthophonique, où déjà il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes de rééducation qui utilisent le geste, comme par exemple le makaton, la dynamique naturelle de la parole. Ça, des carottes, et des chocolats, et des salades vertes, et après des maisons. Ça, c'est la maison. Oui, des maisons. Alors je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, je suis venue ici en voiture pour vous voir et pour parler du makaton. Les a priori sur le geste pour les enfants, c'est de dire oh là là, mais si il n'y va plus parler. Et ça, c'est encore très inscrit dans les mentalités au moins françaises. Dans la vraie vie, le plus simple, c'est de se parler. C'est-à-dire, on peut se parler d'une pièce à l'autre, on peut parler dans le noir, on peut parler les mains dans les poches, on peut parler les mains pleines. Le plus paresseux, c'est de se parler. Donc, un enfant qui signe et qui ne parle pas, c'est que probablement, c'est que c'est trop lourd pour lui de parler avec sa bouche. Les signes, ça peut faire mal à personne. C'est-à-dire, au pire, on essaye et ça ne marche pas. Au pire, on essaye et ça marche peut-être 6 mois, parce que c'est ça qui va être le tremplin qui va lancer l'enfant dans la communication orale. Mais ça peut faire mal à personne. Et alors en plus, pour beaucoup d'enfants, ça amène la parole orale. Parce que si on bouge en même temps, du coup, même si c'est que avec les mains, du coup, ça s'imprègne mieux quand même. En plus, si lui, il fait des gestes et je ne comprends pas ce qu'il dit en même temps, je comprends par les gestes. Ça, c'est le A. Ah ouais. Tu te souviens ? Et donc, il y a des enfants, juste en montrant le geste, comme ça, ils arrivent à le retranscrire en lettres. Alors qu'avec les sons, ils ont du mal. Et quand on associe le geste, tout de suite, ça leur parle. Ça montre visuellement ce qu'on veut. Et ça souligne des choses importantes dans la phrase. Pour les personnes avec trisomie 21, c'est plus facile de traiter une information visuelle globale qu'une information acoustique séquentielle. On ne sait pas si ça aide à apprendre le mot, si ça aide à le retenir, si ça aide à le produire. Et que du coup, il y a vraiment besoin de faire des recherches pour mieux comprendre ça. On sait pour les personnes tout venant que les gestes manuels sont très importants, notamment dans l'apprentissage de la parole, puisque les enfants, les premiers comportements communicatifs qu'ils vont avoir avec le reste du monde et avec leurs parents en particulier, c'est le geste manuel d'abord, puis ensuite vont venir les mots. Ensuite, l'enfant va combiner un geste manuel avec un mot et ensuite, il va se mettre à rentrer dans la grammaire, dans la syntaxe et à faire des énoncés de 2, puis de plusieurs mots. Donc le geste, il est vraiment important. Il y a quelques études qui se sont intéressées à la gestualité naturelle des enfants avec trisomie 21, qui ont des résultats un peu contradictoires, qui ont tendance à montrer qu'on a soit un répertoire gestuel chez l'enfant qui est aussi important que chez l'enfant tout venant ou un peu plus développé. Donc l'idée de ce protocole expérimental, c'est de voir si les gestes manuels peuvent aider les enfants à mieux apprendre des nouveaux mots. Alors on va jouer un petit jeu, Eva-Lune. Le but du jeu, c'est pour les enfants d'apprendre les mots qui correspondent à chacun de ces petits bonhommes. Donc certains des bonhommes sont associés à un geste. Lui, c'est, tu me regardes, un pagou. Pendant la première phase expérimentale d'apprentissage, l'expérimentatrice va apprendre à l'enfant comment on appelle chacun de ces petits personnages. Donc quand il y a un geste associé, elle lui montre le geste, l'enfant refait le geste et répète le mot. Regarde, c'est un kappa. Ah, d'accord. Tu fais toi aussi ? Ouais. Kappa. Tu répètes ? Kappa. Et puis ensuite, dans un second temps, on va vérifier si l'enfant a bien retenu le mot. Est-ce que tu peux me montrer le pata ? C'est lequel ? Ouais.
Regarde, je les cache derrière mon dos, j'en sors un et tu me dis ce que c'est, d'accord? Ok. T'es prête? Mm. Est-ce que tu te souviens avec les mains? Oui. Montre-moi. Pas vous? Donc là, je suis toujours en train d'annoter sous le logiciel Elan. On a ici la vidéo de tout ce qui se déroule, plus sur la ligne là tout le son et les critères que je vais annoter qui se trouvent ici sur la gauche de l'écran. Et là, ce que je note, c'est le moment où l'enfant va prononcer le mot cible. Ce qu'on voit ici, c'est simplement que l'expérimentateur a été obligé de dire plus de fois les mots cibles pour que les enfants arrivent à les apprendre dans la condition sans geste que dans la condition avec geste, ce qui montre que visiblement l'enfant, quand il n'y a pas de geste, a besoin de plus de stimulation pour réussir à apprendre. Il apprend plus vite l'association entre bonhomme et mot, donc on lui dit « montre-moi le pata », il va plus vite l'associer au bonhomme quand l'apprentissage s'est fait avec un geste. Et en dénomination, on a la même tendance, c'est-à-dire quand on montre le bonhomme, on demande à l'enfant de dire, on a plus, l'enfant arrive plus facilement à dénommer, et en tout cas plus rapidement, quand le mot a été associé avec un geste. Dans le troisième axe, communiquer, c'est interagir. Le but, c'est vraiment d'étudier l'interaction communicative entre une personne avec trisomie 21 et une personne tout venant. Dans cette convention, dans le préambule, ils disent que le handicap, en fait, il n'est pas dans la personne, mais il est dans l'interaction entre la personne et un environnement. Donc, en fait, le handicap, il ne se définit pas par rapport à un individu, il se définit par rapport à l'adaptation de l'environnement à cet individu. Quand on discute, en fait, avec une autre personne, eh ben, la capacité qu'a l'autre personne de nous comprendre ou la capacité qu'on a de s'exprimer vers cette autre personne, en fait, elle ne dépend pas que de nous, elle dépend aussi du comportement de l'autre personne. Du fait qu'on parle vite, on a plein de choses à dire, donc on parle vite, qui fait qu'on n'articule pas assez. Donc le secret de tout ça, c'est le temps en fait. Il faut nous consacrer plus de temps en fait pour plus nous comprendre. On va s'intéresser aux adaptations interpersonnelles dans le dialogue, c'est-à-dire qu'on va regarder comment les gens s'adaptent l'un à l'autre. Et il y a des travaux qui montrent notamment que quand les gens discutent, en fait, il va y avoir différents types d'adaptations. Donc, par exemple, ils vont se mettre à utiliser un même vocabulaire. Ils vont se mettre à parfois adopter un débit de parole, une vitesse de parole similaire. Et ils vont même parfois avoir des sons de parole qui se rapprochent. Donc on appelle ça des phénomènes d'alignement ou de convergence. Il va y avoir des comportements ou des situations qui vont plutôt faciliter la communication de certaines personnes et puis d'autres qui vont plutôt l'inhiber. Les personnes avec une déficience intellectuelle, elles sont habituées à ce qu'on ait un langage directif et fermé avec elles. C'est-à-dire on leur pose des questions où on ne leur laisse pas trop de choix de réponse et c'est souvent des réponses oui, non. Souvent aussi, comme elles mettent du temps pour réfléchir et pour s'exprimer, on va leur faire des suggestions. Il y a aussi l'aspect des attentes négatives. Quand on a une attente négative sur une personne, forcément, de toute façon, on ne va pas lui laisser d'espace parce qu'on se dit, bon, cette personne, de toute façon, elle n'est pas capable de me répondre, donc je ne vais pas trop faire d'efforts. Il y a la rapidité. Du coup, si on parle très vite, souvent, ils ont du mal à comprendre. Et puis, il y a le fait d'utiliser la parole, parce que, notamment pour les personnes avec trisomie, c'est un gros problème pour elles de reposer seulement sur une information acoustique, auditive. Finalement, les comportements facilitateurs, c'est ceux un peu en miroir, quoi. C'est d'essayer vraiment d'adapter la façon dont on parle à la personne et d'utiliser éventuellement aussi des moyens de communication alternatifs comme le geste, les images. Voilà. Donc, nous, nos objectifs, c'était d'essayer d'étudier des conversations entre des personnes avec trisomie 21 et des jeunes adultes tout venant qui n'avaient pas d'expérience avec la trisomie 21. Alors aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. D'abord, on va vous enregistrer à peu près 10 minutes dans une tâche qu'on appelle de conversation libre. Et ensuite, on va faire une tâche de dessin. Et l'idée, c'est que tu dois faire dessiner à l'autre quand il ne voit pas. L'objectif, Joris, en fait, c'est d'avoir différentes situations de communication pour que nous, on puisse regarder quelle stratégie vous adoptez tous les deux quand vous communiquez. Tu te souviens quand tu es venu l'année dernière on a utilisé des micros. Tu te souviens, les micros qui se mettaient derrière l'oreille? Oui, je vois. Ouais. Et donc toi, tu en avais un, et Ellie, il en avait un aussi, et vous aviez tous les deux une caméra qui vous filmiez. Et donc du coup, nous, après, avec Amélie, on va utiliser les films qu'on a fait et les signaux du micro. Donc le micro, il enregistre la parole, donc la tienne et puis celle d'Ellie. Après, nous, on va regarder ces signaux sur l'ordinateur. On va utiliser des logiciels. Et puis, on va mesurer des choses sur les signaux.
On a analysé un peu le contenu de la parole, donc ce qu'on appelle des actes de dialogue. On voit qu'on a à peu près la même quantité d'informations qui a été fournie par les personnes ordinaires et les personnes avec trisomie 21. La différence principale s'observe au niveau des questions, et ça c'est quelque chose qui a été montré avant dans la littérature, qui est qu'en fait, si on observe des temps de parole équilibrés, en fait, c'est parce que les personnes tout venant posent les questions et que les personnes avec trisomie 21 répondent aux questions. Et ce qui était assez impressionnant, c'était que vraiment les personnes avec trisomie 21 posent très peu de questions. Et en voyant ça, et quand on l'a présenté aussi à d'autres orthophonistes, on se dit qu'en fait, il ne faut pas que travailler l'articulation, il faut aussi travailler des mécanismes de dialogue avec ces personnes et les aider à trouver des questions imposées, comme on le fait par exemple un peu avec les personnes qui ont des troubles autistiques, avec des livres de conversation. Spontanément, ces personnes, tout venant, même si elles n'avaient pas l'habitude d'interagir avec les personnes avec trisomie, elles ont très rapidement mis en place des stratégies d'utilisation du geste pour mieux se faire comprendre. Communiquer, c'est échanger, qui a pour but une communication avec les acteurs de terrain, une réelle participation et une réelle implication des personnes concernées, que ce soit les personnes avec trisomie 21 elles-mêmes, les professionnels qui les prennent en charge et leurs familles. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen de leur expliquer pour qu'ils puissent vraiment donner leur consentement en ayant vraiment compris. Donc on a fait des recherches en se tournant notamment vers 2 associations, donc il y avait l'UNAPI et Change. Donc elles ont mis en place des petits guides avec certaines de règles, aussi bien de mise en page, de rédaction et d'illustration, pour que ces supports soient accessibles directement aux personnes concernées. Donc on a vraiment appuyé chacun de nos supports imprimés sur ces guides. Donc on a essayé de toujours aussi faire des phrases assez courtes, d'utiliser des mots très simples. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des entretiens avec, je pense qu'on avait pris 4 personnes en individuel, ou 3 en individuel, et puis 3 en collectif. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, avec des personnes qui avaient des compétences très différentes. Donc ça avait été aussi intéressant d'avoir le retour des personnes concernées directement, quoi. Voilà, on a l'occasion, on a des gens qui viennent avec vous et qui vous posent des questions sur les problèmes que vous avez. Ouais, très rapidement, on s'est rendu compte avec Marion qu'il fallait qu'on aille vers les personnes avec une déficience intellectuelle pour essayer de leur faire comprendre la recherche. Là, que quelqu'un vienne la voir et lui pose juste la question de comment elle peut s'en sortir, et déjà rien que ça, quoi, c'est du positif, quoi. Cette idée de recherche participative, ça part d'un courant de recherche qui s'est développé surtout en Angleterre au départ et qui a été mené par des personnes qui avaient un handicap mais qui n'étaient pas une déficience intellectuelle, mais du coup qui dit que la recherche, elle ne doit pas se servir des personnes avec un handicap, comme ça a été le cas quand même de beaucoup de recherches, et c'est encore des fois le cas de recherches qui sont dans une démarche où on va utiliser les personnes avec un handicap pour comprendre des choses, interroger des problématiques chez les sujets de la personne tout venante, où on va faire des recherches pour les personnes avec à bon escient pour aider ces personnes, mais sans vraiment leur demander à elles ou à leur environnement quels sont leurs besoins. C'était important pour nous aussi. On va amener les personnes avec une déficience intellectuelle dans le laboratoire. Et pour ça, on va faire des ateliers de recherche participative. Ils sont ravis de pouvoir participer à ce genre de travail. Déjà qu'on s'intéresse aussi à eux, qu'on s'intéresse à leurs difficultés. On a fait visiter le laboratoire. On a essayé de leur expliquer ce que c'était la production de la parole avec Coralie. Donc Coralie avait Comment on fait pour parler avec l'aide de petits schémas pour toujours illustrer. Oui, je pense que ça renforce aussi le sentiment d'être considéré vraiment en tant qu'individu, qui a des choses à dire, qui ont des choses à partager avec les autres. Je pense que ça fait une mixité qui est intéressante. Les personnes qui ont participé aux ateliers justement de démocratisation de la recherche au laboratoire me demandent quand est-ce qu'ils vont y revenir, quand est-ce qu'ils vont recommencer le travail que vous avez engagé. Et d'autres posent la question, et moi, est-ce que je vais pouvoir y aller ? On est encore loin, je pense, de dire que les personnes qui ont participé à notre recherche, elles ont compris exactement ce qu'on faisait et tout. Mais en tout cas, on essaye vraiment de travailler dessus, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on garde le savoir un peu trop pour soi. Ouais. Ici, le seul lien que j'ai avec la recherche, c'est par vos conférences. Ouais. Ce qui a été aussi une grosse partie de notre travail finalement, c'est d'aller présenter nos résultats
aux familles, aux professionnels de la prise en charge, donc aux orthophonistes, aux éducateurs, qui ont bien joué le jeu grâce à l'implication de l'ARIST. En fait, sans l'implication des familles et des professionnels, on ne peut pas, c'est pas possible de mener un projet comme celui-là, quoi. Et puis justement aussi, pareil, en tant que professionnel, le fait d'être interpellé, c'est pareil, c'est valorisant aussi. Et puis ça nous décentre du quotidien aussi. C'est vrai que les familles ont beaucoup à apprendre, elles ont besoin, elles attendent qu'effectivement on puisse restituer des points d'étape. Et c'est instructif pour les familles qui aussi s'aperçoivent qu'on s'intéresse à leur situation et à leurs difficultés, même si il n'y a pas forcément de solution miracle immédiatement. Le fait de faire un effort pour aller vers ces personnes, ça apporte quelque chose finalement, pas que à ces personnes, mais carrément à tout le monde.